Numéro 7. American Nightmare. J'ai hésité avec After Earth, c'est pour un tel potentiel à ce point gâché. C'est vraiment, il y avait un prémisse dans ce film, il y avait un background, une histoire de base qui était géniale. L'idée de un soir par an, tous les crimes sont autorisés et que le meilleur survive et que le plus riche survive en fait finalement. Et partir sur cette idée-là et partir de ce concept des possibilités que ça offre, on aurait pu faire l'équivalent d'un film de Romero, qui posait les mêmes genres de questions sur l'humanité. On pouvait partir sur tout un tas de choses et on a fini sur un huis clos et une invasion de maison. Le film, c'est un remake d'Orange Mécanique et de certaines scènes d'Orange Mécanique. C'est quel gâchis! Tout ça pour ça, fallait vraiment autant faire juste comme concept qu'il y a un mec qui est dans une boîte de protection de la maison, que le fils recueille un clodo qui était dans la rue. En plus, ce serait beaucoup plus logique que le gamin voit quelqu'un dans la rue qui est en danger, le fasse rentrer parce que voilà, il voit quelqu'un en danger, il le fait rentrer, sans penser que c'est le soir de la purge et que c'est le soir où tout le monde va arrêter de respecter les lois et que ça va du coup le mettre en danger. Donc le faire rentrer innocemment et se retrouver ensuite avec une bande de riches qui jouent à pourchasser des clodos et à les buter et qui vont faire n'importe quoi pour entrer dans la maison. Si c'est pour finir sur un huis clos d'enfermement, on aurait eu une meilleure base en partant là-dessus, plus logique, plus intégrante et plus cohérente, parce que là c'est pas cohérent 2 secondes ce qui se passe dans ce film. Et au moins on n'aurait pas eu la déception de voir, mais vous avez fait que ça avec un concept de base aussi fort et aussi puissant et aussi intéressant. Quel gâchis! Quelle daube! En plus, le film n'a pas de rythme, le film est vraiment super mou et très très lent. Ça se fait pas du tout. Il y a des bons acteurs et des acteurs qui essayent de faire des choses, mais ça part tellement à l'ouest que ça va nulle part. Je veux dire, la façon de se terminer de ce film est la plus alors je vais faire un anglicisme, la plus anticlimactique, la plus anti-climax, anti-grand dénouement. Le climax, c'est ça, c'est le dénouement, c'est le moment où tous les nœuds du film se dénouent, on a enfin les réponses, on a enfin le résultat du combat final, où on a le combat final. Ça, c'est le climax, c'est le moment où il y a le plus d'action, où c'est le plus intense, où c'est le plus énorme. Pas dans ce film. C'est catastrophique, un film comme ça, qui part avec une base comme ça, et où à la fin du film, c'est des gens autour d'une table qui attendent. Merde! Gros merde, quoi. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là avec une telle base? C'est quand même catastrophique. Donc voilà, si je le mets dans cette position, c'est vraiment que il y avait un tel potentiel, on pouvait faire tellement de choses et on a fait que ça. C'est même pas qu'on en a fait que ça, c'est qu'on en a fait ce truc. C'est pas bon, c'est vraiment pas bon et c'est une sacrée déception, American Nightmare. Passons au numéro 6. Diana. Là, je vais aller très très vite parce que j'ai déjà tout dit dans le vlog de l'époque, mais pareil, quel gâchis. Partir d'une personnalité pareille et en sortir un torchon pareil. De résumer la vie de cette femme uniquement à ses intrigues amoureuses, parce que vraiment le film ne tourne plus qu'autour de ça, et on a l'impression que du coup sa vie à elle ne tourne qu'autour de ça, de ses intrigues amoureuses, de celle-ci, avec ce médecin qui a déclaré plusieurs fois que ce qui était raconté dans le film n'était pas vrai. Le film est basé sur un bouquin qui lui-même est basé sur des témoignages de personnes qui n'étaient pas là quand ça s'est passé, je veux dire. Le film entier se centre sur des moments où Diana est seule avec Khan. Étant seule, évidemment, ça ne peut être que des gens qui racontent « Ah ils se sont vus ce soir-là, il a dû se passer ça » ou je pense qu'il s'est passé ça », en tout genre, mais personne n'était dans la salle pour confirmer qu'il s'est passé ça. Donc déjà, le film est un ramassis de conneries qui en plus, en soi, n'est pas assez intéressant pour en faire un film intéressant en soi, hors de la biographie, hors de l'aspect biographique. Je vais reparler de la biographie dans quelques temps. En soi, c'est pas assez bon pour qu'on nous serve ça à la place d'une vraie histoire de Diana. Donc c'est vraiment catastrophique, c'est vraiment mauvais, et là aussi, vraiment un gros truc de raté. Donc voilà, Diana, ce n'est pas bon, et il fallait pas aller le voir cette année. Numéro 5. Spring Breakers.
Alors là, je m'en suis ramassé des saloperies dans la gueule avec ce film-là, de toute l'intelligentsia parisienne qui avait compris le film mieux que tout le monde, et Harmony Korine, c'est un grand réalisateur. Ah oui, parce que ça j'ai fait une connerie, c'est que j'ai dit qu'Harmony Korine était une femme. C'est un homme. Harmony Korine! Comment est-ce qu'on peut... Si on voit pas une photo du mec pendant qu'on te dit son nom, comment peux-tu imaginer 2 secondes que c'est un mec? C'est que des noms de filles! Harmony et Korine! Comment voulez-vous? Bon voilà, c'était normal que je fasse la faute. Spring Breakers. Je reste sur mon idée de l'époque, c'est du film d'auteur vu par MTV. Alors c'est un concept, certes, peut-être que c'est le style d'Harmony Korine, certes, il n'empêche que je trouve ça particulièrement mauvais et particulièrement désagréable. C'est pas agréable à regarder du tout parce que c'est que de la répétition, c'est de la répétition qui se modifie mais c'est de la répétition quand même, c'est de la répétition de gens qui sont drogués, qui sont complètement à l'ouest, qui sont bourrés, donc qui parlent d'une voix monotone, qui sont complètement perchés, en train de raconter leur truc. Donc c'est pas une voix qui est agréable à suivre et à entendre. Il y a 2-3 moments de bravoure, il y a 2-3 moments qui passent très très bien. Il y a la scène où ils vont tous les trois, les 2 filles et le mec, Alien, avec leur flingue pour descendre un de leurs rivales, avec ces lumières et ces couleurs. Esthétiquement, le film était sublime, hein, toutes ces images colorées, le fluorescent, le jaune, le rose fuchsia, le machin qui ressortent énormément de la pellicule. Les lumières loufoques, j'ai une fontaine avec des lumières mauves dans la fontaine, c'est juste pour que ça fasse une belle couleur dans la fontaine, quoi. C'est très étudié, un peu à la Only God Forgives. Mais pareil, si ce qu'on délivre après est pas intéressant, c'est pas intéressant. Il y avait une bonne idée à un moment, on avait une scène de braquage qui était montrée en plan séquence depuis une bagnole qui passe devant le lieu du braquage. 20 minutes après, on voit l'autre angle du truc, donc ça casse tout l'intérêt qu'avait ce plan, qu'avait cette scène qui était très très belle, filmée comme ça, de loin, avec cette distance qui était intéressante, mais c'est foutu en l'air par un truc qui vient après. Quasiment toutes les séquences sont répétées 3 fois dans le film, avec à chaque fois des variations pour montrer que, en fait, c'est un peu chacun la vision de chacune des filles, un peu la vision de chaque machin, etc. Et c'est une critique de tel truc, et c'est une critique de tel machin. Et en plus ça a été très mal vendu. Alors oui, ça a été vendu pour attirer les gens qui aiment bien ce genre de film, pour du coup leur montrer ce qu'ils vont. Mais pas du tout. Vous faites venir quelqu'un qui veut voir un film avec des gens qui font n'importe quoi sur une plage pendant le spring break. Quand ils voient le film qu'ils ont sous les yeux, ils vont pas rester devant en se disant « Ah mais est-ce qu'en fait vraiment ça valait le coup que je me pose la question ?» Non, il va dire « Mais c'est quoi cette merde ?» Alors soit il va faire le con, il va faire chier pendant toute la séance en disant des conneries pendant toute la projection, soit il va se barrer de la salle. C'est pas de la bonne promotion que de vendre un autre type de film que celui qu'on va voir à la fin. Je sais pas dans la tête de quel mec c'est intelligent de faire ça. Au contraire, vous allez faire venir des gens qui vont être tellement déçus par ce qu'ils vont voir que forcément ça va pas aller. Il y avait le cas pour Cosmopolis en 2012. Cosmopolis avec Robert Pattinson. T'as attiré toutes les poufias en leur montrant du Robert Pattinson à moitié à poil, un truc très sulfureux, une bande-annonce vachement rythmée et tout. Le film au final c'est une diarrhée verbale. Évidemment que les gens vont pas rester, j'ai jamais vu autant de gens sortir d'une salle que pour Cosmopolis. La moitié de la salle est sortie et ça a commencé dès les 5 premières minutes du film. Donc c'était... voilà, vous pouvez pas estimer que c'est un bon truc, parce que justement, vous ferez peut-être quelques entrées en début de semaine, mais il y aura un tellement mauvais bouche à oreille que jamais vous vous rembourserez. Et contrairement à ce qu'on dit, un film ça se rembourse pas sur les premières semaines. Peut-être aux États-Unis, ça marche peut-être, mais en France, pas du tout, au contraire, c'est une catastrophe. Si un film ne fait pas d'entrée la première semaine, le film il est mort. L'investisseur il a perdu son argent, le producteur il est dans la merde. Le distributeur pareil. Donc on vend pas des films comme ça, on vend pas mal des films. Tout cela étant dit, Spring Breakers est assez mauvais, je n'aime pas du tout le style du film, je trouve ça vraiment, c'est pas appréciable du tout. Je vois qu'il y a des intentions de réalisation, il y a évidemment, parce que le mec essaie de se faire passer pour un auteur. Et peut-être qu'il y arrive dans d'autres films, j'en sais rien, j'ai pas vu d'autres films d'Harmony Korine, mais vraiment ça donne pas envie de regarder. Et si c'est son style, moi je trouve qu'il y a des gros défauts dans son style, il y a des trucs qui marchent pas du tout, qui sont complètement ratés, des bonnes idées qui sont annulées par d'autres idées qui viennent après, qui sont beaucoup moins bonnes et qui en plus étant en contradiction avec celle d'avant, la rendent du coup mauvaise. Enfin bref. Pour moi, c'est raté de A à Z et c'est pas un bon film. Il y a des bons acteurs, je dis pas le contraire, hein. Les acteurs sont bons dedans, les 4 nanas jouaient très bien et James Franco jouait parfaitement bien aussi, son personnage était intéressant. Tellement lourd qu'il en devient énervant, mais c'est le but du personnage, c'est un peu le Jar Jar Binks de Spring Breakers. Mais vraiment, j'ai vomi chaque seconde de ce film, donc je peux pas dire que c'est un bon film et vous me ferez pas dire que c'est un bon film. Donc voilà, ça c'est pas du bon à mon sens, mais nous approchons bientôt des vraiment mauvais, donc c'est normal que ça commence à devenir mauvais. 4e film.
Jobs. Alors je suis partagé dans ce film-là parce que principalement ce qui m'énerve, c'est les libertés que le film prend avec la réalité. Pas tant les libertés, parce que c'est pas, comme je vous dis, je m'en fous qu'on raconte pas vraiment la bonne histoire. Moi, l'histoire, je l'ai entendue depuis d'autres films, donc évidemment, ce que j'ai entendu dans d'autres films n'est peut-être pas vrai. Moi, je l'ai entendu dans Pirates of the Silicon Valley, sorti en 89, et non pas 99, comme j'avais dit dans la vidéo de l'époque. Et Pirates of the Silicon Valley montrait des choses qui me paraissaient beaucoup plus logiques et cohérentes, mais surtout, de façon beaucoup plus honnête. Parce que tant qu'à faire, c'est pas ce qu'on met dans le film qui compte. Il y a plein de biographies qui sont pas, sans doute pas vraies, et qui reprennent des éléments qui n'existent pas. La biographie de Gainsbourg par Johannes Farr est totalement romancée par des contes de fées. Mais ce qu'on montre est intéressant. Dans Jobs, c'est tellement honteusement du léchage de cul de la personnalité de Steve Jobs, donc de Apple par capillarité, par contact, par transfert, que c'est aberrant, c'est vomitif. C'est vraiment, vous savez, c'est comme, je sais pas moi, c'est compliqué de vous expliquer ça, mais c'est comme un making of. Vous savez, les making of qui font la promo du film plus que making of. C'est Jobs fait la promo d'Apple plus que de revenir sur la vie de Steve Jobs et d'essayer de nous l'apprendre. Ce qui m'énerve, c'est que le mec est toujours montré de façon positive, c'est-à-dire que même quand il largue sa gonzesse et qui refuse de reconnaître sa fille, c'est mis en parallèle très très clairement avec le fait que lui-même a été adopté, donc quelque part il est touchant. En fait, il refuse d'être parent parce qu'en fait il se sent pas prêt. Comprenez le pauvre chou. Et pas parce que c'est un trou du cul qu'on avait rien à foutre, etc., qu'il trompait sa copine allègrement. Justement, on le montre en train de tromper sa copine. Juste avant, il s'est pris un cacheton de LSD, il est complètement à l'ouest. Finalement, il la trompe pas forcément parce qu'il est méchant, mais peut-être plus parce qu'il est défoncé, ou parce qu'il est un petit peu inconscient et inconstant. Le mec se promène sans chaussures, donc c'est un peu un artiste hippie, il est libre au max. Enfin voilà, tout est fait pour donner une image féerique de ce mec-là. Donner l'image d'un mec qui est brillant et qui a réussi, alors que c'est un mec qui s'est contenté d'arnaquer des gens et de faire bosser des gens pour lui. Ce qui en plus est montré très clairement dans le film tout de même, mais ils arrivent à rendre ça marrant et touchant. Vous savez, il demande c'est Steve Wozniak, je crois, qui a programmé le premier jeu qu'il devait faire. C'était un espèce de casse-brique. Premier jeu qu'il a codé chez Atari, il me semble. Et c'est Steve Wozniak qui l'a codé de A à Z. Et c'est un petit peu rigolo parce que on a promis à Jobs 5 ou 7 000 $ s'il arrivait à coder le jeu. Et il enfile 500 à Steve Wozniak. Mais comme il reste son pote après, c'est plutôt sympa, en fait, il partage, vous comprenez, du coup, c'est plus une blague qu'il lui a fait. Ah bah, tu sais quoi, en fait, t'avais droit à 5000 de plus. Et le film essaie vraiment de le faire passer pour un mec gentil en faisant ça, quoi, alors que c'est clairement un trou du cul, ce mec. Alors en plus, j'ai vu quelqu'un qui a dit, oui, c'était, au moins, ça pousse les gens à entreprendre, à faire des choses, etc. Bah oui, c'est génial, si ça pousse les gens à piquer les inventions des autres et à monter des boîtes, avec des normes de nazis, enfin c'est vraiment, enfin voilà, non, pour moi ça ne fait pas la promotion de choses bonnes en tout cas. Donc mais c'est vrai que tout cela est vraiment plus a vraiment plus attrait au personnage, enfin à la façon de traiter le personnage. En soi, esthétiquement, techniquement, le film il est pas particulièrement mauvais. Il y avait des gros défauts, je m'en souviens parce que je les ai notés. J'avais le ralenti mal fait au début du truc. Des gros problèmes de casting, des acteurs qui sont censés voir passer 30 ans de leur vie dans le film et qui sont juste avec une teinture quand ils ont 30 ans de moins et avec les cheveux normaux quand ils ont 30 ans de plus. Il y a des trucs qui collent pas du tout. Il y avait un super beau travail de maquillage qui avait été fait sur Ashton Kutcher pour le rôle de Jobs. Au final, on le voit comme ça pendant la scène d'introduction du film. C'est le seul truc. Et qui ne sert à rien en plus parce qu'on le voit parler vite fait avec un des designers qui a révolutionné Apple, mais qu'on voit dans 2 scènes dans tout le film, donc qu'est-ce qu'on s'en fout d'ouvrir avec ça, enfin bref. Vraiment, j'ai pas compris, puis en plus, dès que le cancer arrive, dès que tout ça arrive, le film se termine. Donc vraiment, sélectionner uniquement le pire et le raconter de la pire façon possible.
Donc voilà, c'était vraiment un très très mauvais film et un des pires films de l'année pour moi.